La vidéo que vous êtes en train de regarder provient des formations gratuites de Docstring. Si vous souhaitez en voir davantage, vous pouvez vous inscrire sur docstring.fr pour profiter de toutes les formations disponibles sur le site. Vous trouverez tous les liens à ce sujet dans la description. Également, si vous souhaitez davantage de formations gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu pour encourager la création de nouveaux contenus. Les fonctions, c'est une partie très importante de la programmation et si vous avez déjà suivi quelques cours de maths dans votre vie, ça devrait vous rappeler quelque chose. Les fonctions, on en a déjà utilisé plusieurs à travers la formation comme par exemple print, type ou encore input. Avec les fonctions, on va pouvoir faire principalement deux choses. Déjà, alléger et réutiliser notre code. Si on a un code qu'on utilise très souvent, plutôt que de le copier-coller à plusieurs endroits, on va pouvoir mettre ce code dans une fonction et appeler cette fonction pour exécuter tout le code qu'elle contient. Du coup, on va pouvoir également segmenter notre code et éviter d'avoir tout à l'intérieur d'un même fichier. Donc on y reviendra dans la partie sur les modules, mais vous verrez qu'avec les fonctions, on va surtout commencer à mieux organiser notre code pour qu'il soit plus facile à lire et à modifier. On distingue deux types de fonctions. Les fonctions sans valeur retour et les fonctions avec valeur retour. Dans les fonctions sans valeur retour, on retrouve des fonctions qui vont juste exécuter une action, comme par exemple la fonction print qu'on utilise pour afficher du texte, ou une fonction qu'on pourrait créer pour ajouter un utilisateur à une base de données par exemple. Ces fonctions ne nous retournent rien, on les utilise uniquement pour exécuter le code qu'elles contiennent. Ensuite, dans les fonctions avec valeur retour, on retrouve par exemple la fonction type. Cette fonction nous retourne le type d'une variable qu'on lui passe. On veut donc récupérer une information à partir de cette fonction. On pourrait également avoir une fonction qu'on utilise pour par exemple récupérer l'email d'un utilisateur. Dans ce cas-ci, la valeur retour serait une adresse email. Le mot-clé qu'on va utiliser pour créer une fonction, c'est le mot def, qui est le raccourci de define, qui veut dire définir. Au niveau de la syntaxe, on retrouve donc en premier le mot def, puis ensuite le nom de la fonction, suivi par deux parenthèses. Ces parenthèses, elles sont obligatoires, même si pour l'instant elles ne contiennent aucune valeur. Si vous ne mettez pas ces parenthèses, Python vous retournera une erreur. On retrouve ensuite les deux éléments constitutifs d'un bloc d'instruction, à savoir les deux points et l'indentation, qui permettent de spécifier le code qui va appartenir à la fonction tout simplement. Quand on crée une fonction, on dit qu'on la définit. Une fois qu'une fonction est définie, elle est enregistrée dans notre code et on peut donc l'appeler tout simplement grâce à son nom. Là encore, pour appeler une fonction, vous avez besoin de mettre les parenthèses après le nom de la fonction, même si on ne met là encore rien à l'intérieur. Les parenthèses, elles vont signifier à Python qu'on veut appeler la fonction et exécuter le code qu'elle contient. En effet, le seul fait de définir une fonction comme on l'a vu précédemment, ça ne va pas exécuter le code de la fonction. Pour exécuter le code à l'intérieur d'une fonction, il faut l'appeler. C'est de cette façon qu'on va pouvoir définir une fonction à un seul endroit dans notre script et pouvoir l'appeler par la suite autant de fois que nécessaire. Donc voilà pour la théorie de base sur les fonctions ainsi que la syntaxe, et dans les prochaines parties, on va voir comment cette fois-ci créer des fonctions qui peuvent nous retourner des informations, donc des fonctions avec valeur retour. Une fonction, on peut lui demander de retourner une valeur. Pour retourner une valeur, on utilise tout simplement le mot return suivi de la valeur qu'on veut retourner. Par exemple, on pourrait créer une fonction dont le seul objectif, c'est de nous retourner le nombre 5. Donc c'est un exemple très simple et qui ne sert pas à grand chose, mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement de return. Cette valeur qu'on retourne, il va falloir la récupérer. Pour ça, on fait tout simplement une assignation qui nous permet de récupérer la valeur retournée dans une variable. Dans ce cas-ci, A sera donc égal à la valeur retournée, donc à 5. Il faut savoir que l'instruction return, elle a pour effet d'arrêter la fonction. Quand Python tombe sur cette instruction, il retourne la valeur et il sort de la fonction. Dans un cas comme celui-ci, par exemple, on dit que la fonction print après le return est un code inatteignable. En effet, cette ligne de code ne peut en aucun cas être exécutée car l'instruction return va arrêter la fonction avant qu'on arrive au print. Si on regarde un exemple un peu plus parlant, on pourrait avoir une fonction qui a pour but de vérifier si un fichier existe ou non. Si c'est le cas, on retourne un booléen true et sinon on retourne false. Cette fonction, on peut donc la réécrire plus simplement, justement parce que return nous fait sortir de la fonction. On garde donc la structure conditionnelle qui vérifie si le fichier existe. Si c'est le cas, on retourne true. Et donc la dernière ligne de la fonction qui retourne la valeur false ne sera pas exécutée. A l'inverse, si le fichier n'existe pas, on ne passe pas à l'intérieur de la structure conditionnelle et on retourne tout simplement le booléen false et la fonction s'arrête là.
D'ailleurs, dans cet exemple, on peut encore simplifier notre code en retournant directement le résultat de la fonction os.path.exist. C'est une erreur que je vois beaucoup de débutants faire. La fonction os.path.exist, elle retourne déjà un booléen. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter une structure conditionnelle pour retourner vrai ou faux. Vous pouvez retourner directement le résultat de la fonction os.path.exist qui sera déjà un booléen. Pour terminer, il faut savoir que même si vous n'utilisez pas l'instruction return, une fonction va toujours retourner quelque chose de façon implicite. Ce quelque chose, c'est l'objet none qui signifie rien. Donc même si vous faites une fonction qui ne contient rien ou qui ne retourne rien, Python va de façon implicite faire un return de cet objet none. Donc je vous l'accorde que ça ne sert pas à grand chose, mais c'est tout de même quelque chose d'important à savoir. Le néant n'existe pas, donc quand vous faites une affectation comme ici avec a égale test, il faut bien que Python assigne quelque chose à cette variable. Et ce quelque chose qui est retourné donc implicitement par votre fonction, c'est cet objet none. Donc dans cette partie, on a vu que pour retourner une valeur à l'intérieur d'une fonction, on utilise l'instruction return. Cette instruction, elle va avoir pour effet d'arrêter l'exécution de la fonction. Et on a vu également que même si vous ne retournez rien, par défaut, une fonction va retourner l'objet none. Donc voilà pour cette instruction return, et dans la prochaine partie, on va voir comment modifier le code qui se trouve à l'intérieur de notre fonction grâce à l'ajout de paramètres. Dans la partie précédente, on a vu comment retourner des informations depuis une fonction. Dans cette partie, on va voir comment cette fois-ci envoyer des informations à une fonction afin de modifier le code qu'elle contient. Donc c'est là qu'on va utiliser ces fameuses parenthèses qui jusqu'à présent étaient restées vides. À l'intérieur des parenthèses, quand on définit la fonction, on peut indiquer un ou plusieurs paramètres. Donc dans ce cas-ci, j'ai un paramètre qui s'appelle message que j'affiche ensuite avec print à l'intérieur de ma fonction. Du coup, quand on appelle la fonction, on peut passer une valeur à ce paramètre. Alors avant d'aller plus loin, je veux juste clarifier les choses par rapport à la terminologie. Le message qu'on met entre les parenthèses, quand on définit la fonction, on appelle ça un paramètre. Quand on appelle la fonction cependant et qu'on envoie une valeur à ce paramètre, on dit qu'on envoie un argument. Donc les paramètres, c'est le nom des variables qui sont définies dans la fonction, et les arguments, c'est les valeurs qu'on va envoyer à ces paramètres. Donc je tenais à clarifier cette terminologie car ça arrive très souvent que les gens mélangent les deux, et du coup ça se peut que dans certains tutoriels, vous n'entendiez que l'un ou l'autre des termes, ou même qu'ils soient utilisés de la mauvaise façon. Donc personnellement, je pense qu'il est très important d'utiliser les bons termes pour qu'on se comprenne bien dans le reste de la formation et qu'il soit clair à quoi on fait référence quand on parle de paramètres ou d'arguments. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc du coup, quand on appelle la fonction affiche, on peut passer un argument à cette fonction, dans ce cas-ci la chaîne de caractères bonjour, et cet argument, il va être récupéré par la fonction dans le paramètre message que l'on va pouvoir ensuite utiliser comme n'importe quelle variable à l'intérieur de la fonction. Donc là, on fait tout simplement un print de cette variable message qui va donc être affiché à l'écran. Alors il faut bien faire attention avec les paramètres parce que dans un cas comme celui-ci, si on utilise la fonction affiche sans rien lui passer en argument, on va se retrouver avec une erreur. Vu qu'on n'envoie rien à la fonction, message ne sera pas défini et donc quand on va vouloir printer la variable message, Python ne saura pas quoi afficher et donc on aura une erreur. Vous êtes donc obligé dans ce cas de figure d'envoyer quelque chose à la fonction. Le paramètre message est donc un paramètre qu'on appelle obligatoire. Heureusement, on peut définir des valeurs par défaut pour les paramètres. Dans ce cas-ci, on va les indiquer directement dans la définition de la fonction. Donc maintenant, si j'appelle ma fonction affiche sans lui passer d'argument, il va utiliser la chaîne de caractères par défaut que j'ai définie dans la fonction. Donc dans ce cas-ci, la fonction va printer message par défaut puisque je n'ai rien indiqué lors de l'appel de ma fonction. Si par contre on choisit d'envoyer un argument lors de l'appel de la fonction, là c'est l'argument envoyé qui va être pris en compte et qui va être assigné à message. Donc la valeur par défaut qu'on définit dans la fonction, elle n'est utilisée que si on n'envoie aucun argument, sinon c'est l'argument envoyé qui prime. Comme je vous ai dit au début de cette partie, on peut définir autant de paramètres que l'on veut dans une fonction. Ici on a une fonction qui additionne deux nombres et qui nous retourne le résultat de cette addition. Si on appelle la fonction en lui passant deux valeurs pour a et b, eh bien par défaut Python va assigner ces valeurs dans l'ordre. C'est-à-dire que 10 va être assigné à la variable a et 5 va être assigné à la variable b. Cependant, il est possible d'indiquer lors de l'appel de la fonction à quel paramètre on veut envoyer nos arguments. Dans ce cas-ci, on inverse l'envoi en disant que le 10 doit être envoyé à la variable b et le 5 à la variable a. Donc pour résumer, on a vu qu'on peut définir un ou plusieurs paramètres dans une fonction, donc dans la définition de la fonction.
Ces paramètres, ils deviennent des variables qu'on peut utiliser à l'intérieur de la fonction. On peut définir des valeurs par défaut pour ces paramètres pour pouvoir utiliser une fonction sans avoir besoin d'envoyer des valeurs si on le décide. Et on peut spécifier explicitement à quel paramètre on envoie une valeur lors de l'appel de la fonction. Dans cette vidéo, je vais vous apporter quelques précisions sur la façon dont Python va garder vos fonctions en mémoire et ce que ça peut impliquer au niveau de l'agencement de votre code et des erreurs potentielles qui peuvent en découler. Donc imaginons que je crée une fonction un peu plus bas dans mon script ici, qui s'appelle test et qui va tout simplement afficher la chaîne de caractères bonjour. Cette fonction, imaginons que j'essaye de l'appeler au début de mon script. Si je sauvegarde et que je lance le script, vous allez voir que là, on a une erreur de type nameError qui nous indique que le nom test n'est pas défini. Donc là, c'est normal puisque Python va lire notre script ligne par ligne. Il va donc déjà essayer d'exécuter cette fonction test, mais à ce moment-là, à la ligne 3, cette fonction n'existe pas. Donc on a cette erreur nameError qui nous dit que ce nom n'est pas reconnu et qu'il ne peut donc pas l'exécuter. Et c'est uniquement par la suite qu'on définit cette fonction et que Python sait donc à quoi correspond le nom test. Donc là, dans ce cas-ci, il faudrait que je mette ma fonction au tout début de mon script pour pouvoir ensuite l'appeler. Donc si je sauvegarde et que je relance le script, cette fois-ci, ça fonctionne et on a bien bonjour qui est affiché. Maintenant, je vais vous montrer un exemple un peu plus avancé qui va peut-être vous surprendre. Imaginons que dans cette fonction test, je n'affiche pas directement bonjour, mais j'appelle une autre fonction. Une fonction qui va s'appeler par exemple affiche bonjour. Donc je peux très bien appeler une fonction à l'intérieur d'une autre fonction, il n'y a aucun souci pour ça. Mais cette fonction, je vais la définir après. Donc je vais faire la fonction affiche bonjour et dans cette fonction, je vais remettre mon print bonjour. Donc là, on pourrait penser que ça ne va pas fonctionner parce que au moment où on arrive à la ligne 4 ici, donc puisque Python exécute notre script ligne par ligne, on a un nom qui n'est pas encore défini, tout comme on venait de le voir avec l'exemple précédent et la fonction test. Donc là, on pourrait penser que Python va arriver sur cette ligne, il va se dire affiche bonjour, je ne sais pas ce que c'est, et nous retourner donc une erreur de type nameError. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je lance le script, on a quand même bonjour qui est affiché et on n'a aucune erreur. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut comprendre ici que Python ne va pas exécuter cette ligne. Quand on arrive à la définition d'une fonction, Python va définir ce que la fonction doit faire, il va stocker ça dans sa mémoire, mais il ne va pas exécuter la fonction. C'est uniquement ici à la ligne 12 qu'on exécute notre fonction test en l'appelant avec les parenthèses. Donc au moment où on appelle notre fonction, à la ligne 12, pour exécuter le contenu de la fonction, donc la fonction affiche bonjour, eh bien cette fonction elle est définie puisqu'on l'a définie à la ligne 8. Donc quand on l'appelle à la ligne 12 via la fonction test, elle est dans la mémoire de Python. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir dans cette vidéo. Vous voyez que l'ordre dans lequel on écrit les choses a une importance, mais il ne faut pas penser que Python va exécuter ce qui est contenu à l'intérieur de nos fonctions à chaque fois qu'on les définit. Par exemple, ici, je pourrais très bien afficher une variable qui n'existe pas dans ma fonction, et tant que je ne l'appelle pas, donc si j'enlève l'appel de test ici, ça ne posera aucun problème. Donc là, vous voyez qu'on a potentiellement une erreur dans notre script, mais tant que cette fonction n'est pas exécutée, l'erreur ne sera pas affichée. Donc je lance mon script. Python va mettre en mémoire ces deux fonctions, mais il ne va pas les appeler. Donc là, il met en mémoire ces fonctions. Il sait que si jamais on appelle test, il va appeler affiche bonjour et printer A, et que si on appelle affiche bonjour, il va printer bonjour. C'est vraiment tout ce qu'il sait, et il n'a pas encore eu l'occasion de vérifier si ces fonctions marchent ou pas. Par contre, là, si j'appelle la fonction test, cette fois-ci, je vais me retrouver avec une erreur puisque cette variable A ici n'est pas définie. Donc si je relance mon script, là, on se retrouve bien avec une erreur de type nameError qui nous indique que A n'est pas défini. Donc avec cet exemple, vous voyez également la différence entre des langages qui vont être compilés et un langage comme Python qui est interprété. Dans notre cas, si on n'appelle pas la fonction test, on a un script qui semble valide, mais en fait qui potentiellement pourrait retourner des erreurs. Alors que dans le cas de langage compilé, eh bien ce genre d'erreur serait détecté en amont, puisque le compilateur serait capable de se rendre compte que cette variable n'existe pas. Alors que dans ce cas-ci, avec Python, tant qu'on n'a pas exécuté la fonction, Python ne peut pas savoir si l'objet existe ou non. Donc voilà pour cette petite précision sur les fonctions. Généralement, je vous conseillerais donc de toujours définir vos fonctions au début du fichier pour ne pas avoir ce genre de problème. Comme ça, vous pouvez appeler toutes les fonctions à la fin de votre fichier et vous pouvez être assuré ainsi de ne pas utiliser une fonction qui n'est pas encore définie dans la mémoire de Python. Une chose fondamentale qu'il faut savoir avec les fonctions, c'est que les variables qui sont définies à l'intérieur d'une fonction appartiennent uniquement à la fonction.
Donc ici, on a une fonction dans laquelle on assigne la valeur 10 à la variable a. Et en dehors de la fonction, on assigne une autre valeur à la variable a, donc ici le nombre 5. Si par la suite, on appelle la fonction et qu'on print la valeur de a, vous voyez que la valeur n'a pas changé malgré l'assignation que l'on fait dans la fonction. Donc a est toujours égal à 5 et on ne l'a pas modifié. La notion qu'on aborde ici, c'est la notion d'espace. Par défaut, quand on écrit une ligne dans notre script, on dit qu'on est dans l'espace global. L'espace global ici, ça correspond donc à la fonction exemple et à la variable a. Ça veut dire que dans l'espace global du script, on peut faire un print de la variable a ou appeler la fonction exemple et on n'aura pas d'erreur. Python ne va pas nous dire que cette variable n'est pas définie. Ensuite, à l'intérieur de la fonction exemple, on crée un autre espace, qui cette fois-ci est local à la fonction, donc on parle d'espace local. Les variables que l'on crée à l'intérieur de cet espace, elles ne sont accessibles qu'à l'intérieur de la fonction, donc à l'intérieur de cet espace local. Ça signifie donc qu'à l'intérieur de la fonction exemple, on peut sans problème printer la variable b et ça va afficher le nombre 5. Par contre, si on essaye de faire un print de b en dehors de la fonction exemple, là on va avoir une erreur car b n'existe qu'à l'intérieur de la fonction. En dehors de la fonction, b n'est pas défini. L'inverse, par contre, est possible, c'est-à-dire qu'une variable qui est définie dans l'espace global, eh bien, elle est accessible à l'intérieur d'une fonction. Donc à l'intérieur de la fonction exemple, je peux accéder à la variable a, même si elle est définie à l'extérieur de cette même fonction, et j'aurai bien donc la valeur 5 qui va être affichée. Alors attention cependant, si on reprend l'exemple qu'on avait au début, si on assigne une valeur à la variable a à l'intérieur de la fonction, on n'écrase pas la variable globale, on fait juste créer une variable locale, qui se retrouve à avoir le même nom que la variable dans l'espace global bien sûr, mais au final il s'agit bien de deux variables différentes, donc une variable locale à la fonction et une variable globale au script. Donc pour résumer, on a vu que les variables définies à l'intérieur d'une fonction, elles ne sont pas disponibles en dehors de la fonction. On peut accéder cependant à une variable globale, donc qui est définie à l'extérieur de la fonction, à l'intérieur des fonctions. On a toujours un espace global, donc ça c'est obligé, puisque dès qu'on écrit une ligne de code, elle est obligatoirement dans l'espace global, mais on peut par la suite créer plusieurs espaces locaux, donc si on crée par exemple plusieurs fonctions, elles vont chacune avoir leur espace local. Alors dans cette vidéo, accrochez-vous, on va faire un peu d'introspection avec deux fonctions, les fonctions globals et locals, qui vont nous permettre d'afficher à n'importe quel endroit l'espace global et l'espace local. Donc ces fonctions, elles vont en fait nous retourner tout simplement un objet de type dictionnaire qui va avoir d'un côté le nom des objets et de l'autre côté leur valeur. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec globals. Je vais faire un print de globals au niveau de mon espace global, donc directement dans le script ici. Et si je lance le script, vous voyez qu'on a donc un dictionnaire avec beaucoup d'éléments puisque de base dans l'espace global il y a pas mal de choses qui sont définies. On a par exemple cette variable spéciale name qui est égale à la chaîne de caractères main avec deux tirets du bas au début et à la fin quand on exécute directement notre script. On a cette variable file qui nous permet de récupérer le chemin complet vers le script et d'autres choses du genre comme les built-ins. On retrouve également ce que l'on a défini dans l'espace global de notre script, donc notre fonction foo qui est bien définie. Donc ça c'est le nom de la fonction et on a associé à ce nom la fonction elle-même. Et on retrouve de la même façon notre variable a et la valeur associée, donc 5, qui est associée à cette variable a. Si on fait un print de locals dans notre espace global, ça va être la même chose, puisque l'espace global ici, à ce niveau-là, à la ligne 6, eh bien en fait on est dans l'espace global. Donc dans ce cas-ci, locals et globals, ça va être pareil. Si je lance le script de nouveau, vous voyez qu'on a le même dictionnaire, et je peux même faire une égalité comme ceci, et vous allez voir que quand on fait un print donc de locals et de globals à l'intérieur de l'espace global, eh bien c'est exactement la même chose. Donc là on a bien true qui est retourné. Donc ça c'est normal puisque on est dans l'espace global. Donc dans l'espace global, l'espace local c'est l'espace global. Par contre, si je viens maintenant dans ma fonction, donc la fonction foo ici, et que je fais un print de locals, là on va retrouver uniquement ce qui est défini dans l'espace local de la fonction. Donc dans ce cas-ci, uniquement la variable b. Donc si je lance le script, là vous voyez qu'on a un dictionnaire beaucoup plus restreint qui contient le nom de la variable b et la valeur associée 5. Donc ça représente tout ce qui est disponible uniquement à l'intérieur de cette fonction. Si je fais un print de b en dehors de ma fonction dans l'espace global, vous voyez que là, j'ai bien Visual Studio Code qui me surligne cette variable en rouge, puisque cette variable, elle n'est accessible que dans l'espace local de ma fonction ici, donc la fonction foo.
Si par contre, dans ma fonction, je fais un print de globals, cette fois-ci, on va retrouver les variables de l'espace global. Donc on va retrouver le name, le file, notre fonction foo et également la variable a que l'on a définie en dehors de notre fonction. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Python, en fait, il va fonctionner déjà en local et ensuite en global. Si je fais un print de b, il va regarder dans les variables locales si b existe, et si c'est le cas, eh bien, il va utiliser la valeur associée à cette variable. S'il ne trouve pas cette variable b dans l'espace local, il va aller chercher dans l'espace global. Donc c'est pour ça que dans notre fonction ici, on peut accéder à des variables qui sont définies dans l'espace global. Si je fais un print de a ici, Python va déjà regarder dans l'espace local, donc il va le regarder dans locals ici, donc dans cette variable qu'on avait affichée qui nous avait retourné uniquement b. Donc il va regarder déjà en local, il va se rendre compte que dans son dictionnaire local, il n'a pas de variable qui s'appelle a. Donc ce qu'il va faire, c'est regarder dans globals s'il a quelque chose qui s'appelle a, et là c'est bien le cas puisqu'on a bien a qui est égal à 5. Et donc dans ce cas-ci, on n'aura pas d'erreur et on va bien afficher la valeur associée à la variable a. Donc voilà pour cette petite explication, je trouve ça assez intéressant de pouvoir utiliser ces deux fonctions, locals et globals, quand vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous avez défini à l'intérieur de vos différents espaces. C'est également très important de comprendre en fait comment fonctionne Python. On peut passer des heures à vous expliquer les espaces, la portée des variables, etc. Mais finalement, si vous comprenez bien ce que fait Python, c'est vraiment assez bête. Vous voyez que là, on a un espace local, un espace global, et Python va déjà regarder dans l'espace local. S'il trouve quelque chose, tant mieux, il l'affiche. S'il ne le trouve pas, il va voir dans l'espace global. S'il le trouve dans l'espace global, il l'affiche. Et s'il n'est ni dans l'espace local, ni dans l'espace global, eh bien, on obtient une erreur. Si je fais un print de C, par exemple ici, je vais avoir une erreur, puisqu'il va regarder dans l'espace local, C n'existe pas. Il va regarder dans l'espace global, C n'existe pas non plus. Et donc, on aura une erreur. Pareil, si je me mets en dehors ici, si je fais une variable C qui est égale à 10 dans ma fonction, et que là, je fais un print de C, Python va regarder dans l'espace local, donc dans ce cas-ci, à ce niveau, à la ligne 7, l'espace local, c'est l'espace global. Donc il va regarder dans l'espace local. Dans l'espace local, qu'est-ce qu'on a de défini? On a la variable a, la fonction foo et toutes les variables spéciales comme name ou file. Mais il n'y a pas de variable c. Donc il ne va pas pouvoir aller chercher dans l'espace local d'une fonction. Il aura juste accès à l'espace local et ensuite l'espace global qui, dans ce cas-ci, à ce niveau du script, est le même. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à revoir cette vidéo une deuxième fois, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, essayez de votre côté également, créer des variables, essayez de les afficher, il faut vraiment vous habituer à manipuler ces différents espaces et à comprendre ce que Python vous permet de faire, donc que ce soit dans l'espace local d'une fonction ou l'espace global de votre script. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une instruction, l'instruction globale que je vous déconseille très fortement d'utiliser. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans le code des débutants. C'est une instruction qu'on a tendance à utiliser quand notre code n'est pas bien construit. Donc je vais vous montrer avec un exemple ici. On a une fonction qui s'appelle getComment à laquelle on passe une note et en fonction de la note, on modifie cette variable commentaire. Donc vous voyez ici que j'ai créé une variable commentaire en dehors de ma fonction qui a une valeur par défaut. Donc par défaut, on va dire que tu as tout faux. Ensuite, on appelle cette fonction avec une note et l'espoir qu'on a, c'est de modifier donc le commentaire en fonction de la note. Donc si la note est plus grande que 15, on dit bravo, si elle est plus grande que 10, peut mieux faire, et si finalement elle est plus grande que 5, on dit attention. Donc ça, c'est quelque chose que quelqu'un de débutant pourrait faire, mais vous allez voir que ça ne fonctionne pas comme prévu. Si j'exécute le script et que je fais un print de commentaire après l'appel de ma fonction, vous allez voir qu'on se retrouve avec « tu as tout faux ». Pourtant, on a envoyé la note de 20, donc on devrait tomber dans cette condition et modifier la valeur de commentaire pour mettre « bravo ». En effet, on peut accéder à une variable qui est définie en dehors de la fonction à l'intérieur d'une fonction. Donc on devrait pouvoir la modifier. Mais là, ce n'est pas le cas. On a encore « tu as tout faux » qui est affiché. Pourtant, on est rentré dans cette structure conditionnelle et on devrait donc avoir modifié cette variable. Le problème, c'est qu'ici, en fait, Python va créer une variable locale à votre fonction. Donc là, on va créer une variable commentaire qui n'existe que dans votre fonction et on ne va pas toucher à la variable qui est en dehors de votre fonction. Et c'est là que l'instruction globale peut être vue comme une solution qui est, vous allez le voir, très mauvaise. Mais c'est possible et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment faire attention et ne pas tomber là-dedans et on va voir comment on peut modifier notre script pour avoir des fonctions qu'on appelle pures, c'est-à-dire des fonctions qui ne vont pas commencer à manipuler des variables qui sont définies en dehors de la portée de la fonction. Donc je vais vous montrer déjà ce qu'il ne faut pas faire. Donc si on met le global ici commentaire, en fait on va indiquer à la fonction que dans ce cas-ci, on ne veut pas créer une variable locale commentaire, mais on veut utiliser notre variable globale et réassigner dans cette variable ce qu'on va mettre ici, donc par exemple bravo, peut mieux faire ou attention.
Donc si je sauvegarde et que je relance le script, cette fois-ci, on a bien Bravo qui est affiché. Donc vous voyez qu'en rajoutant cette instruction, on indique à Python qu'on veut utiliser la variable globale et on peut ainsi la modifier et on se retrouve donc avec une fonction qui marche mais qui est impure. Donc impure dans le sens où on va avoir une fonction qui modifie des variables en dehors de la fonction. Donc comment est-ce qu'on peut modifier cette fonction pour avoir une fonction qui reste pure et ne pas utiliser cette instruction globale? Eh bien tout simplement, on ne va pas définir de valeur par défaut en dehors de notre fonction. Donc on va enlever ça ici et à la place, on va rajouter un else dans notre fonction. Donc on va faire else et on va dire que si on n'a pas ces cas de figure ici, donc si la note n'est pas supérieure à 15, à 10 ou à 5, eh bien on va dire tu as tout faux. Donc ça c'est dans le cas où on a une note qui est inférieure à 5, on va dire tu as tout faux. Et ce qu'on va faire, c'est retourner avec l'instruction return notre commentaire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste créer une variable locale commentaire à l'intérieur de notre fonction. Et une fois qu'on a déterminé en fonction de notre structure conditionnelle ici, quelle valeur doit prendre cette variable, on va retourner la valeur de cette variable. Donc là, on retourne commentaire. Donc on va retourner en fait une des chaînes de caractères définies ici. Et ce qu'il faut faire, eh bien, c'est la récupérer en dehors de la fonction. Donc là, on fait une variable commentaire qui, cette fois-ci, va être différente de cette variable qui est définie dans l'espace local. Donc on crée une variable dans l'espace global de notre script qui va être égale à la valeur qu'on a définie ici dans notre fonction. Et donc là, on pourrait l'appeler n'importe comment. Cette variable, on pourrait l'appeler C et ça marcherait de la même façon. Il faut vraiment voir qu'on a tout simplement une variable qui est propre à la fonction. Ensuite, on retourne la valeur de cette variable et on la récupère dans une autre variable qui peut s'appeler n'importe comment dans l'espace global. Ce qu'on pourrait faire également pour simplifier encore plus cette fonction, c'est directement retourner sans même avoir besoin de créer de variables. Donc retourner la chaîne de caractères directement. Donc là, on pourrait mettre des return à chaque fois puisqu'on n'a pas vraiment besoin de créer une variable qui ne sert pas à grand chose dans ce cas-ci puisque on fait juste retourner par la suite la valeur de cette variable. Donc on peut directement mettre des return et récupérer en fonction de la note que l'on envoie la chaîne de caractères correspondante et récupérer donc cette chaîne de caractères dans une variable dans l'espace global. Donc là, si je sauvegarde et que je relance le script, on a bien bravo si on envoie 20. Si j'envoie 0, on va avoir tu as tout faux. Et si j'envoie par exemple 7, on va se retrouver avec le cas de figure dans lequel on est ici, donc avec le elif note plus grand que 5, et on va retourner attention. Donc voilà comment modifier la fonction pour avoir une fonction pure, une fonction qui n'utilise pas cette instruction globale. Vraiment, je vous dis, ça fait presque 10 ans que je programme avec Python et je n'ai jamais, mais vraiment jamais eu besoin d'utiliser cette instruction globale. Donc dès que vous commencez à partir là-dedans, à vous dire que vous allez solutionner votre code en mettant l'instruction globale, généralement, arrêtez-vous. Posez-vous, pensez à comment vous avez conçu votre code, puisque généralement, utiliser global, ça signifie plutôt que notre code est mal pensé. Donc ce n'est vraiment pas la solution à privilégier. Il faut plutôt modifier votre code pour avoir des fonctions qui ne commencent pas à modifier des valeurs en dehors de la fonction. Ça peut créer ce qu'on appelle des effets de bord et ça peut devenir très difficile à débugger en cas de problème. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur l'instruction globale. Forcément, c'est le genre de choses que vous allez apprendre sur le long terme. Vous ne pouvez pas du premier coup savoir comment créer des fonctions qui vont être parfaites. Donc ne vous en faites pas, au début il se peut que vous soyez un petit peu mélangé avec tout ça et que vous soyez tenté d'utiliser global. Moi vraiment, je vous préviens, essayez de penser à comment vous pouvez modifier votre fonction et vous allez voir qu'à terme, avec la pratique, vous n'aurez même plus besoin de penser à tout ça et vous allez dès le départ créer des fonctions qui sont ce qu'on appelle pures. Dans cette partie, on va voir ce qu'on appelle le passage par référence. Donc l'idée en fait que quand on passe une valeur à une fonction, on va passer une référence à l'objet. Alors je vais vous expliquer tout ça, accrochez-vous, ça peut être un petit peu déroutant au début, mais c'est une notion fondamentale à comprendre parce que ça peut vraiment vous jouer des tours. Donc là, j'ai une fonction que j'ai appelée foo tout simplement, qui contient un paramètre. À l'intérieur de cette fonction, j'affiche le ID, donc l'identifiant de cette variable qui est définie donc dans l'espace local de ma fonction. En dehors de ma fonction, dans l'espace global, j'ai une variable var qui est égale à 5, j'affiche l'identifiant de cette variable, et ensuite j'appelle ma fonction foo en passant cette variable ici, donc var, à mon paramètre. Donc là, on va afficher l'identifiant de param et l'identifiant de var. Si j'exécute le script, vous voyez qu'on a le même identifiant. Donc c'est ce que je voulais dire au début de cette vidéo en parlant de passage par référence. Vous voyez ici que param en fait et var vont référencer le même objet. Donc dans ce cas-ci, le nombre 5 en mémoire. Donc on a deux variables différentes, une variable dans l'espace local de la fonction et une variable dans l'espace global, mais ces variables, elles référencent le même objet.
Alors dans ce cas-ci, avec un objet de type immuable, donc un nombre entier, ça ne pose pas trop de problème puisqu'on ne peut pas modifier cet objet. Donc si dans ma fonction ici, je dis que param est égal à 10, on va en fait créer un nouvel objet, donc une nouvelle variable param qui va être égale à 10 et on ne va pas toucher notre variable dans l'espace global puisqu'on ne peut pas modifier un objet de type nombre entier. Si on fait une affectation d'une nouvelle valeur, on va créer un nouveau nom avec un nouvel objet en mémoire. Donc dans ce cas-ci, si je fais après l'exécution de ma fonction un print de var, on va bien avoir toujours la valeur de 5. Donc même si au départ vous voyez qu'on avait le même objet, donc var et param qui pointaient vers le même objet en mémoire, là on a créé un nouvel objet et on n'a pas touché à l'objet var dans l'espace global de mon script. Maintenant, c'est un petit peu différent avec des objets muables. Donc par exemple, si je mets une liste ici, et c'est là que ça peut commencer à vous jouer des tours, si je crée une variable qui s'appelle var et qui est égale à une liste, et qu'à l'intérieur de ma fonction ici, je fais param.append et que j'ajoute 1. Je vais juste exécuter le code pour vous montrer ce que ça donne. On voit que quand on fait un print de var, après l'exécution de la fonction, cette fois-ci, var a bien été modifié. Donc pourquoi? Eh bien, on va tout simplement refaire un print de id de param et un print de id de var. Donc on va se retrouver là encore avec le même identifiant qui signifie bien que quand on passe notre variable ici à notre fonction, eh bien on se retrouve ici à l'intérieur de la fonction avec le même objet. Donc on a bien var et param qui pointent vers la même liste en mémoire. Donc forcément, comme on modifie par la suite dans notre fonction cette liste, on va modifier cet objet et nos variables var et param vont pointer vers ce même objet. Donc on a deux noms différents, var et param, qui pointent vers le même objet en mémoire. Donc si on modifie cet objet dans notre fonction, logiquement, quand on revient dans notre espace global et qu'on affiche notre variable qui pointe toujours vers ce même objet qu'on a modifié, eh bien cet objet sera également modifié. Donc vous voyez que dans certains cas, ça ne pose pas de problème. Quand on est en présence d'un objet immuable, eh bien forcément, on ne peut pas modifier cet objet, donc on n'aura pas de conflit. Par contre, quand on a un objet qui est de type muable, qu'on peut modifier, eh bien là, vous voyez qu'il faut vraiment avoir en tête cette notion qu'on passe en fait une référence à notre objet et que donc on peut se retrouver à avoir deux variables qui pointent vers le même objet et que si l'on modifie notre objet dans la fonction, eh bien on va également le modifier en dehors de la fonction. Alors pour ne pas avoir ce problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien on pourrait tout simplement créer une nouvelle variable qui est une liste vide ici et ensuite on va modifier donc cette liste, mais là comme on a créé un nouvel objet, on ne va pas toucher à l'objet qui est en dehors de notre fonction. Donc si je réexécute le script, vous voyez que cette fois-ci, notre variable à l'extérieur de la fonction n'a pas été modifiée. On peut également faire une copie de la liste, puisque là, si je mets 1, 2 et 3, et que je veux ajouter 4 dans cette fonction, eh bien si j'exécute le code, là, on aura uniquement le nombre 4, puisqu'on a défini une liste vide. Donc ce que je peux faire, c'est créer une copie en faisant param.copy. Donc je fais une copie de cette liste. Là, je vais l'appeler autrement, juste pour bien vous montrer que c'est un objet différent. Donc on va l'appeler test, par exemple, et on va printer test. Donc là, ce que je fais, c'est que je déclare une variable qui est égale à 1, 2, 3. On passe ensuite la référence de cet objet à notre fonction, plus particulièrement à ce paramètre param. Ensuite, param ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une copie de cette liste dans une nouvelle variable. Donc, on copie la liste et on aura donc un objet différent qui va avoir exactement les mêmes valeurs que l'objet de base, donc dans ce cas-ci, 1, 2, 3. Ensuite, on modifie test, on lui ajoute 4, on affiche test. Et donc là, si je sauvegarde et que je relance le script, on a bien 1, 2, 3, 4 dans la fonction. Et en dehors de la fonction, on a bien 1, 2, 3, donc on n'a pas modifié notre variable en dehors de la fonction puisqu'on a fait une copie de cet objet qu'on a mis dans une nouvelle variable et donc on n'a pas touché à l'objet d'origine. Donc voilà pour ces précisions, on est dans des concepts un petit peu plus avancés ici, n'hésitez pas à revoir cette vidéo, c'est quand même très important de bien comprendre tout ça ici. En fait, on revient à cette notion de Python qu'on a d'un côté des objets, de l'autre côté on a des noms, et on peut avoir plusieurs noms qui pointent vers le même objet. Et donc logiquement, quand on modifie cet objet unique en mémoire, on peut se retrouver avec différentes variables qui vont être modifiées. Donc il faut vraiment bien comprendre cette notion d'objet et de nom. Donc c'est très important de comprendre ces notions et de voir à quel point ça peut nous affecter si on ne les manipule pas de la bonne façon, avec cette notion également d'objet muable et immuable. Donc forcément, là encore, quand vous êtes avec un objet immuable, vous êtes en quelque sorte protégé car vous n'allez pas pouvoir le modifier. Mais quand on est avec un objet muable, il y a un risque, si vous ne maîtrisez pas et si vous ne comprenez pas ce que vous faites, que vous modifiez un seul et même objet qui est référencé par différents noms à l'intérieur de votre script.
Donc voilà qui termine cette vidéo sur les fonctions. On a vu qu'est-ce qu'était une fonction, comment retourner une valeur à l'intérieur d'une fonction. On a vu également les paramètres et les arguments. On a vu comment on pouvait définir les fonctions à différents endroits dans notre script et l'impact que ça peut avoir sur l'exécution de notre code. On a vu la notion d'espace avec l'espace global et l'espace local et comment manipuler et afficher ces différents espaces avec les fonctions locals et globals qui nous permettent de faire de l'introspection pour vérifier quelles variables sont disponibles à quels endroits de notre script. On a vu également la fameuse instruction globale qui est très souvent utilisée par les débutants et pourtant à proscrire car elle est le résultat bien souvent d'un script qui est mal conçu. On a vu pour finir la notion de passage par référence avec cette notion d'objet muable et immuable et ce que cela peut avoir comme impact sur vos scripts avec des objets qui peuvent être modifiés à l'intérieur d'un espace local comme l'espace de votre fonction et avoir ainsi des répercussions et des effets de bord sur des variables en dehors de votre fonction dans l'espace global de votre script. Donc voilà pour cette vidéo sur les fonctions, j'espère que ça vous permet de bien comprendre le fonctionnement de cette notion fondamentale en programmation et comment éviter tous les problèmes qui peuvent arriver quand on ne comprend pas ce que l'on fait. Donc je suis allé un peu plus dans le détail que ce que vous trouvez généralement dans des vidéos sur les fonctions, mais au moins j'espère qu'avec ça, vous aurez toutes les armes pour créer des fonctions qui soient les plus professionnelles possibles. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas bien sûr à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur la chaîne.